Alors voilà, moi je me présente, je m'appelle Stéphane Van Puyvel, je suis le président de Novellas ASBL, c'est une association d'artistes qui fait la promotion de la langue française et de la littérature. Et parmi la plupart des projets, on considère que l'individu, l'homme, est une valeur ajoutée, est une personne très importante, un être vivant, très important dans le système dans lequel on évolue. Et un des premiers critères que nous cherchons tous, c'est un peu le bonheur, le bien-être. Et nous allons tous ensemble, donc Yves, Annick et Sébastien, nous allons essayer d'apporter quelques réponses, quelques pistes de réflexion sur c'est quoi le bien-être. Alors, je vais juste présenter très rapidement les différents intervenants, enfin ils vont le faire eux-mêmes. Chacun donnera son prénom et je vais dire sa fonction, je n'aime pas mettre des étiquettes, mais voilà. Et on a préparé un petit chemin avec quelques questions, donc ce sera un peu un débat, on va rebondir. Je vais poser une question et chacun essaiera dans un temps relativement court d'expliquer son point de vue sur ce sujet. Voilà, alors on va commencer honneur aux dames par Annick. Bonjour à tous, moi je m'appelle Annick, je suis psychologue et ben voilà, je rejoins un peu Stéphane qui m'a invité à suivre son parcours par rapport au développement personnel, qui est forcément en tant que psychologue une question qui m'intéresse beaucoup. Et donc voilà, je prends avec plaisir part à ce petit débat avec vous et essayer ben voilà, avec Yves, avec Sébastien, de répondre à quelques questions sur le bien-être tout simplement. Bonjour, moi c'est Sébastien, donc, je suis kinésithérapeute de formation, puis je me suis formé à la microkinésithérapie avec en parallèle le décodage biologique. Et puis l'idée c'est d'essayer d'aider les patients à comprendre un peu leur pathologie, leur lésion et leur permettre d'évoluer dans leur chemin de vie. Bonsoir, je me prénomme Yves. J'ai démarré les arts martiaux à l'âge de 12 ans. Je suis arrivé un peu par hasard dans un art martial qui n'était plus externe mais interne, qui est le Tai Chi Chuan et le Qigong. Découverte, on m'y a amené presque de force. La personne qui m'y a amené est partie au milieu de la journée. Moi j'y suis resté et ça fait maintenant 26 ans que je pratique et que j'enseigne. Merci beaucoup. Donc alors pour résumer, nous avons Annick, je vais simplifier, psychologue, Sébastien, kinésithérapeute, Yves, prof de tai chi. Pour généraliser. Donc, ma première question, c'est, selon vous, et donc chacun devra vraiment répondre, si possible, selon son point de vue professionnel, et aussi peut-être son point de vue personnel. Pour toi, Annick, c'est quoi le bien-être? Ça c'est une question difficile, hein, tu me poses d'emblée. Alors, on met les bases. Voilà, on met les bases. Alors le bien-être, je pense que tout d'abord, il est personnel. Le bien-être pour un n'est pas le même que pour une autre personne. Et donc je pense qu'il est tout d'abord important de bien se connaître pour savoir ce qui nous fait du bien. Et justement, en nous connaissant, je pense qu'on est un peu dans une société où malheureusement on perd un peu cette connaissance de soi-même. Hein. Je dis, Stéphane, tu le développes très bien dans ce livre, Le Temple d'Arna. On est dans une société qui prône vraiment la multiplicité des contacts avec les réseaux sociaux, etc. Et finalement, moi je trouve que tout le monde s'y perd un petit peu et on ne sait plus qui on est. Et donc je crois que les bases du bien-être, c'est déjà d'abord savoir qui on est. Enfin, en tout cas, voilà, moi je dirais ça d'un point de vue de psychologue et d'un point de vue personnel aussi, parce que c'est ma conviction personnelle aussi. Ok, personnellement, j'ai un point de vue un peu plus médical de ma déformation professionnelle. Pour moi, c'est un équilibre instable où on va chercher constamment à essayer de retrouver cet équilibre de bien-être entre des moments où ça va très mal et des moments où ça va très bien. Voilà, et on va de manière un peu cyclique osciller comme ça entre d'un extrême à l'autre. Mon point de vue au niveau du bien-être, c'est de pouvoir se sentir bien, quel que soit l'endroit où on se trouve et quelles que soient les circonstances. C'est de pouvoir être bien au centre des éléments et de pouvoir avoir une vision centrée et correcte de ce qui se passe autour de nous. Et de pouvoir avoir la vue de s'adapter à cet environnement. Merci beaucoup. Alors on ne va pas le faire systématiquement dans cet ordre-là, je vous invite vraiment à rebondir et à réagir.
ne va pas se couper la parole, mais n'hésitez pas à intervenir. Le deuxième aspect, pour moi, pour le bien-être, c'est mon bien-être, ça dépend de moi, ou en tout cas de ma vision des choses, mais on est dans un monde où on n'existe pas sans l'autre. Je n'existe pas sans tu. Et j'ai l'impression que nous nous façonnons selon le regard de l'autre. Vous intervenez, hein, vous répondez, c'est à votre avis, est-ce qu'on est influencé réellement par le regard de l'autre? Est-ce que ça a une incidence sur notre comportement à nous, que ce soit d'un point de vue physique ou mental ou cérébral? Alors, moi je vais réagir tout de suite, déjà parce que dans la vision qu'on a en micro-kiné, c'est quand on prend toujours cette image-là, nous sommes comme, notre vie c'est comme si nous étions sur un bateau entre Calais et New York, et que tout ce qui est possible de réaliser, c'est ce qui se trouve sur le bateau. On peut aller à la piscine, on peut aller au restaurant. Mais le chemin est tracé par ce bateau qui trace sa route et qui décide de prendre ce chemin. Donc quelque part, il y a, effectivement, on peut essayer d'améliorer son bien-être, mais il y a une toile de fond, je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement, qui lisse un petit peu le système et qui fait qu'on est un peu pris dans un système d'engrenage. Et chaque intervenant, chaque personne que l'on va rencontrer dans sa vie est un rouage de ce mécanisme. D'ailleurs, on ne rencontre pas les gens par hasard. Mais finalement, c'est qu'il n'existe pas de hasard. Alors, il y aura un document explicatif avec quelques termes techniques et les points de vue, mais je voudrais que tu expliques ce que c'est la micro-kiné. Alors, la micro-kiné, c'est que dans le corps va garder en mémoire des cicatrices pathogènes. Et donc, le but du micro-kinésithérapeute, c'est d'aller rechercher ces cicatrices pathogènes qui vont toujours faire référence à des événements qui sont soit physiques, toxiques, infectieux, émotionnels. Et donc, on va retrouver ces éléments et essayer de les corriger, de les comprendre, de les décoder, de les corriger dans l'histoire de la personne. Je vais partager un peu la vie de différentes personnes autour de moi. Donc, la façon dont on est formaté depuis quand on est tout petit, on nous interdit sans cesse, on doit suivre une logique, on doit se dépêcher en permanence, on dit sans arrêt, je vais vite téléphoner, je vais vite aller faire une course, je vais vite faire ceci, alors que le faire de manière posée, centrée, nous permet d'avoir une vision correcte de ce que l'on perçoit tout au long de notre cheminement. Et de manière concrète, comment est-ce que la pratique du tai chi peut avoir une incidence sur le regard de l'autre, sur la manière dont l'autre nous perçoit, comment moi je me perçois dans ce que l'autre dit de moi? Le tai chi nous apprend à perdre ce qu'on ne sait pas faire. Donc en apprenant à perdre, on accepte plus facilement les situations, pas en tant que perdant, mais savoir que l'on peut perdre quelque chose, c'est le laisser passer. Ce n'est pas perdre vis-à-vis d'une situation, c'est de pouvoir réagir souplement à un événement qui se passe. Moi, je pense effectivement qu'on est influencé par le regard des autres, et j'ai envie de dire heureusement, parce que c'est ça l'échange selon moi, sinon on vivrait dans une société tout à fait individualiste, et c'est pas ça le but, je pense. Maintenant, je crois que pour être bien dans l'échange avec les autres, et ça c'est un autre point que Stéphane développe dans le temple d'Arna, je crois qu'il faut d'abord être de nouveau bien avec soi-même, parce que si on, comme je le disais tout à l'heure, si on ne se connaît pas bien avec soi-même, comment est-ce possible d'entrer dans la relation avec l'autre? Et c'est à ce moment-là que justement les relations problématiques peuvent se poser, parce qu'on va mal comprendre l'autre, parce que simplement on ne connaît peut-être pas non plus ses propres besoins. Et donc si déjà c'est difficile dans la relation avec soi-même, moi je pense que alors la relation avec l'autre est d'autant plus compliquée. Alors, je vais vous poser une colle parce que je sais que la réponse ne sera ni oui ni non, mais je vais vous demander quand même un oui ou non. Alors, le regard de l'autre, destructeur ou constructeur? Oui, non, constructeur, destructeur? Il n'y a pas de oui, de non. Mais moi j'ai envie de dire c'est aussi une question de point de vue, constructeur ou destructeur. Pour moi, chacun le voit comme il veut le voir. Personnellement, moi j'ai une approche de développement personnel constructive, parce que sinon il n'y a pas de sens selon moi à essayer de se connaître mieux et d'entrer dans un chemin de développement personnel si on le voit déjà d'un point de vue destructeur d'emblée. C'est mon point.
mais c'est les deux, c'est constructeur et destructeur, tout dépend de la carte du monde de la personne qui va avoir l'interaction avec l'autre personne qui est en face. Est-ce que les deux cartes du monde ont un lien et donc il y a un message qui doit passer d'une personne à l'autre qui va être soit constructeur, soit destructeur. Et donc de nouveau on ne rencontre pas les gens par hasard. C'est destructeur et constructeur, mais à partir du moment où la personne est centrée, elle se connaît, et connaît correctement son fonctionnement et de la façon dont les événements se déroulent, on peut accepter que ce soit positif ou négatif et pouvoir en prendre la leçon. Je vais un peu rester sur le terme de la destruction et en faisant référence à Shiva, le destructeur. Et au tarot, vous savez, il y a plusieurs cartes de jeu. Il y a notamment la tour Dieu, la maison Dieu, qui est une carte symbolisant justement la faire table rase du passé. Est-ce que selon vous, il est utile, indispensable, superficiel, d'oublier de laisser de côté son passé? Est-ce qu'on n'est pas toujours ancré dans notre univers intérieur ou antérieur? Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, voilà, je back tout, je repars sur de nouvelles bases? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est faisable ou pas? On va commencer. Faire table rase du passé, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est notre histoire, mais notre histoire et notre passé servent de leçon. C'est de prendre les leçons de notre passé et de ne pas rester accroché dans le passé, ce qu'on a souvent tendance à faire. J'aurais dû dire, j'aurais dû faire ceci. Non, voilà, j'ai fait telle situation. Si je suis encore confronté à une autre situation semblable, je vais réagir de manière différente. Ce sera peut-être pas encore la bonne, mais ce sera différent. Je ne vais pas rester accroché et de pouvoir essayer de décoder. Ça peut se faire, c'est un chemin tout à fait faisable, mais dans l'optique du Tai Chi Chuan, les Chinois disent remuer le fond de l'étang, on ne parvient plus à se voir clairement dans l'eau. Donc, de pouvoir rester dans le moment présent, mais en prenant leçon de son passé. Parce que en microkiné, nous, c'est notre travail de base. C'est-à-dire qu'on va constamment aller chercher des lésions du passé. Alors, on va retrouver des lésions qui sont qui peuvent être des cycles, ce qu'on appelle des CBCM, des cycles biologiques numérisés. On va revenir dans la vie fétale. On va revenir jusqu'à 4 générations chez certains patients quand on retrouve les lésions. Donc, c'est un peu notre travail d'aller un peu remuer cette base. Et nous, on présente ça autrement, c'est un peu le sac à dos plein de cailloux, et notre idée, c'est de larguer les cailloux. Voilà, et de faire le deuil. L'idée, c'est de faire le deuil des étapes et des événements qu'on n'a pas pu exprimer, extérioriser, qui ont gardé un impact que le corps n'a pas pu auto-corriger. Mais faire le deuil ne signifie pas oublier. Non, absolument pas. C'est pas oublier, c'est comprendre ce qui n'a pas été et comprendre quel mécanisme s'est mis en place pour nous mettre dans cette difficulté-là. Et d'arriver après à faire des étapes de deuil pour accepter que ça s'est passé comme ça. Je pense qu'on se rejoint tous. Je crois effectivement qu'il ne faut pas faire table rase du passé, mais il faut apprendre à gérer peut-être son passé. Je pense surtout aux personnes qui ont un passé peut-être un peu plus difficile. Effectivement, remuer la vase ou pas, ça c'est un autre débat peut-être, mais je crois qu'on vit, enfin voilà, ce sont nos racines aussi, donc c'est des racines qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à gérer pour une personne. Voilà, nous en tant que psychologue, c'est là qu'on intervient aussi, et on accompagne la personne dans la gestion d'événements passés qui sont difficiles, mais là je rejoins Yves aussi, tout en essayant quand même de rediriger la pensée vers le moment présent, parce que toujours fonctionner dans le passé, à mon sens, n'est pas quelque chose de positif en soi. Merci. Alors, nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons des axes de réflexion, comme je vais les appeler, qui sont différents et qui sont tous complémentaires. On est tous d'accord à ce niveau-là, mais je vais quand même vous demander, pour la prochaine question, de vraiment prendre votre point de vue et de prendre un cas concret, si possible, ça existe. Donc, dans votre modèle de fonctionnement, de travail, comment est-ce que vous allez de manière concrète gérer la notion d'échec, réussite et aussi d'une certaine mesure le stress? Pour mon cas personnel, il n'y a pas foncièrement d'échec ou de réussite. Rien n'est ni blanc ni noir, tout est gris. C'est une chose que je dis à mes patients. Donc un événement difficile est un événement dans la vie du patient. Un
point, c'est tout. Après, la manière dont il a réagi, c'est en fonction de son histoire personnelle qu'il a amené à réagir comme ça. Et donc mon but, ça va être d'arriver à lui faire accepter que cet événement est passé, qu'elle a peut-être eu une réaction qui n'était peut-être pas adaptée à la situation, et donc de modifier sa carte du monde pour ne plus que ça se reproduise dans le futur. Tu peux dire ce que c'est la carte du patient, la carte du monde, parce que... Oui, la carte du monde, c'est un concept qu'on retrouve en PNL. En fait, chaque personne a une carte du monde. Donc, ma carte du monde, donc la manière dont je pourrais représenter le monde est certainement différente de la manière dont tu vas représenter le monde, et comme chacun d'entre nous va représenter le monde. On a tous un point de vue différent sur le verre, sur le ciel, sur Dieu, etc. Et ça, c'est la carte du monde de chacun. Et l'idée, c'est que quand une carte du monde, l'image qu'on donne, est mal dessinée, le travail du PNListe, entre autres, c'est d'aller effacer cette carte du monde pour la redessiner correctement. Ici, comme on l'a très bien dit, ce sont tous des chemins différents pour essayer de ne pas jouer sur la sensibilité. Le Tai Chi Chuan sera plutôt une discipline préventive. C'est pour ça que dans le propos, il ne faut pas entendre qu'on prend un chemin différent. Donc, il y a le préventif et il y a le curatif. Donc, par les pratiques internes du Tai Chi Chuan et du Qigong, on va travailler sur chaque sphère organique. Chaque organe a bien sûr une fonction physique, une fonction émotionnelle et une fonction spirituelle. En travaillant sur la sphère du foie, je vais en même temps travailler sur la colère et la frustration. Si j'ai un foie qui peut rebondir, où j'ai une colère ou une frustration, j'aurai plus facile à pouvoir la gérer. Non, c'est simplement, donc je répète, plus en préventif qu'en curatif. On parvient aussi à la longue à être dans le curatif, mais ce n'est pas le principe. Donc la médecine traditionnelle chinoise n'est pas une médecine curative, mais c'est une médecine préventive. En Chine, quand on est diplômé en médecine, les médecins sont payés tant qu'on reste en bonne santé. Moi, je dirais que tu posais la question de la gestion du stress. Ça, c'est quand même une grosse partie du travail du psychologue. Moi, je l'approche avec ce qu'on appelle la pleine conscience. Peut-être que certains connaissent cette discipline qui va chercher certains aspects aussi dans la tradition bouddhiste, même si c'est une approche qui se veut tout à fait laïque. Parce qu'elle prône aussi un peu la méditation. Et pourquoi elle prône la méditation? Parce que la méditation permet de s'ancrer dans le moment présent. Et donc moi je trouve que la gestion du stress c'est aussi ça. C'est parce qu'on quitte trop souvent le présent dans notre société actuelle, parce qu'on court et parce qu'on est toujours sous pression. Et donc voilà, moi c'est une façon pour moi d'approcher le stress comme ça. Je vais jouer l'avocat du diable. Comment as-tu géré ton stress pour arriver à l'heure? Mais très bien. Je suis là, c'est la preuve. De manière concrète. De manière concrète, en essayant vraiment de m'ancrer dans le présent et de ne pas laisser l'esprit s'emballer quelque part et créer un déséquilibre tel. Tu parles du concept d'homéostasie, hein. Je sais que tu aimes beaucoup, donc ça, si vous voulez voir un peu ce que ça donne, je vous invite à lire un peu le paragraphe de Stéphane sur l'homéostasie. Et donc c'est essayer de retrouver cet équilibre interne qu'on a, qui est déséquilibré pendant un moment de stress ou de grosse angoisse. C'est un déséquilibre qui est tout à fait normal, hein, qui est tout à fait sain, mais il ne faut pas toujours rester dans ce déséquilibre parce qu'à ce moment-là, ça peut vraiment poser problème. Alors pour moi, l'homéostasie, c'est aussi la recherche constante de l'équilibre. Alors Annick, on parle souvent du livre, mais je tiens à préciser qu'elle a signé la préface et l'introduction. C'est pour ça qu'elle en parle avec facilité, puisqu'elle a eu l'occasion de le lire maintes et maintes fois. Donc voilà, je vais entamer une autre étape qui consiste, là c'est plus, je pense, un aspect plutôt philosophique qu'autre chose, c'est une notion de justice, d'équité, d'égalité. Alors on fait souvent la différence entre l'égalité et l'équité. Alors je ne sais pas si vous connaissez bien le concept, et en tout cas de manière humoristique, le dessin traditionnel qu'on représente, c'est qu'il y a 3 caisses. L'égalité, c'est de donner une caisse à chacun. L'équité, c'est de donner un peu plus de caisses pour être à la bonne hauteur pour voir quelque chose. Voilà, je n'ai pas le dessin, mais ce serait ça. Donc selon vous,
dans vos points de vue et de votre façon de travailler, comment est-ce que vous arrivez à respecter ce concept d'équilibre, d'équité, égalité? Simple. Comment est-ce qu'on peut parler d'égalité et d'équité? Il suffit de regarder la nature. Regardons des lions qui chassent dans la savane. Où est l'égalité, où est l'équité? Les femelles vont chasser, vont attraper une proie, un gnou, n'importe quoi. Et c'est le mâle qui va arriver, qui va se servir en premier. Où est l'égalité là-dedans? Où est l'équité? Ensuite, les femelles se serviront. Et enfin, quand ils laisseront la carcasse, ce seront tous les autres prédateurs et les charognards qui viendront. Donc, d'un point de vue purement biologique, l'égalité et l'équité n'existent pratiquement pas. C'est un système où le plus fort gagne et le plus faible est en dessous. Je vais de nouveau jouer l'avocat du diable en disant qu'on est tous humains, on est tous égaux, etc. Enfin, on est tous égaux à la naissance et puis on crie. Mais donc, si c'est naturel, dans l'ordre des choses, le plus fort tue le plus faible. Si c'est naturel, comment est-ce qu'on peut arriver à justement interférer sur ce concept-là? Si c'est dans la nature, ben c'est normal, on va laisser faire. Alors, non, c'est un petit peu plus complexe que ça. En fait, on ne se bat pas, on ne commence pas tous à sortir des couteaux et à se partir l'un contre l'autre. Par contre, dans les relations humaines, il y a cet état qui va s'installer. Prenez un couple, il y a toujours un dominant, un dominé. Prenez une famille, vous allez avoir toujours dans les 3 enfants, prenez une famille avec 3 enfants, vous allez avoir toujours dans les 3 enfants un enfant qui va avoir tendance à prendre l'ascendant sur les 2 autres. Donc c'est quelque chose de naturel, ça fait partie des relations sociales. On est tous tributaires. Pour ceux qui sont salariés, ils sont tributaires d'un chef, d'une autorité supérieure. Au-dessus de nous, il y a la police, il y a la loi, il y a tout ce qui est la jurisprudence. Donc ça se remarque de nouveau, pas foncièrement dans des combats, dans des luttes, mais dans une classe sociale. C'est juste qu'on reste toujours avec ces différentes positions sociales, mais la façon dont on perçoit sa place, c'est là que réside l'importance. On parlait du lion, donc le mâle qui va se servir le premier, sa fonction c'est de défendre la troupe. Donc c'est normal qu'il doit être fort pour pouvoir défendre. Donc chaque position a une justice et juste. Et c'est ça que nous devons essayer d'apprendre. Et le Tai Chi Chuan, la pratique du Tai Chi Chuan, permet de pouvoir avoir sa place et d'accepter sa place et son choix dans notre société. D'accord. En Inde, il y a beaucoup de... Donc l'hindouisme a aussi dans ses fondements le fatalisme. La divinité a décidé que, donc c'est normal, je m'y plie, il y a le système des castes. Mais quand j'entends cette argumentation-là, j'ai l'impression de dire il faut accepter ce que la nature a imposé. Est-ce que je résume bien ou pas? On ne sait pas faire autrement que d'accepter ce que la nature impose. D'accord. La nature impose. Donc c'est pas parce que maintenant on accepte sa situation qu'on la subit. Donc c'est accepter parce qu'en l'acceptant, je peux vivre dans cette situation. Si je ne l'accepte pas, je ne sais pas vivre dans cette situation et indirectement mon organisme est perturbé. Et alors on doit faire appel. Donc là on revient plutôt non pas dans le fatalisme mais dans le lâcher prise. C'est une volonté. Voilà. Oui, c'est vraiment le lâcher prise. Ce que nous avons excessivement difficile de pouvoir faire, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, ça nous fait peur. On a des acquis, on a très peur de lâcher nos acquis. Lâcher, c'est simplement comme si on laissait filer. Mais pour le moment, je ne sais pas m'en occuper, je laisse filer, je reviendrai un peu plus tard. Une personne peut absolument passer, ça ne sert à rien de s'imposer, je laisse passer, je continue mon chemin. Annick? Oui, mais je rejoins Yves à 100% dans le fameux lâcher prise. Je trouve que c'est ça qui est important. Sébastien évoquait par exemple qu'on a un patron au travail, ce qu'on a tous certainement. C'est une question de point de vue. Soit on décide de se considérer comme étant complètement soumis à son patron et de le vivre très mal finalement, alors que la fonction en soi fait que c'est notre supérieur. Soit on décide de l'accepter comme ça et de se dire voilà, mon patron est mon supérieur et je dois travailler comme ça parce que la situation est ainsi. Et là, on est vraiment purement dans le lâcher prise.
Maintenant, c'est peut-être quelque chose de facile à dire comme ça, très simpliste, sur un exemple très court, mais c'est quelque chose qui est fondamentalement très dur à faire d'un point de vue psychique, psychologique, je pense. Et physique. J'ai quand même, tu vois, quand j'entends le terme lâcher prise, j'ai aussi la sensation de renoncement. Je sais que c'est dit dans un terme positif, dans une vision positive des choses, mais j'ai l'impression que tous les gens qui se sont battus avec conviction on se sont dit à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me soumets, entre guillemets, j'abandonne, je lâche prise, ou bien est-ce que je prends mon destin en main et je me bats? Et quand je vous écoute, j'ai plutôt l'impression qu'on est plus dans l'option 1, c'est-à-dire que j'abandonne, plutôt que je vais orienter ma pensée pour avancer. Donc je voudrais un peu plus de précision, peut-être. Dans ma conception, enfin, dans ce que j'explique, c'est qu'on a trois manières de réagir à un stress, enfin même pas un stress, à un événement. Soit on est dans l'attaque, le lion, il fonce, il attaque. Soit on va être dans la fuite, le gnou, sa spécificité c'est de fuir, il est fait pour courir très vite. Soit on est dans l'opossum. L'opossum c'est celui qui fait le mort, c'est celui qui reste stoïque, qui ne bouge pas et qui fait le mort et qui attend que ça passe. Et dès qu'il y a un état de stress, un état conflictuel pour la personne qui la renvoie elle-même, elle va prendre un de ces trois choix-là. Alors on n'est pas tous fixés forcément dans un seul état, on va osciller dans les trois étoiles en fonction de ses capacités, de son histoire personnelle et autres. Je peux encore intervenir. Donc tu parles assez bien de soumission d'aide. Quand je dis lâcher prise, c'est un peu faire le mort, laisser passer, et puis je continue mon chemin. Si maintenant je me bats, il est fort possible que je perde les plumes et que je n'arrive pas à continuer à avancer. Donc je dois choisir perdre des plumes et avancer en boitant, laisser passer quelque chose qui est peut-être plus fort que moi et de continuer mon chemin tranquille, sans être soumis à cette force. D'accord. Alors je suis sûr que le public qui est ici doit se demander, mais entre les trois options, comment on choisit la bonne? Instinctif. Ça va tellement vite qu'on n'a pas techniquement le temps de choisir. C'est la nature choisit pour nous. En fait, notre état interne choisit pour nous. Tout ce que le cerveau a engrammé depuis notre naissance, voire même de notre généalogie, va faire qu'on va choisir telle décision. Et très souvent, on est pris dans ce qu'on appelle des cycles, donc des CBCM, des cycles biologiques mémorisés. Donc de manière récurrente, l'univers va, appelez ça comme vous voulez, va remettre devant nous des situations qui se retrouvent très souvent dans l'enfance, voilà. Et la réaction va très souvent être la même. Je pense à un cas d'une infirmière avec qui je travaille qui a été agressée par une famille d'un patient. Et en fait, en travaillant sur elle, parce qu'elle avait très très mal vécu ça, on a retrouvé que lorsqu'elle avait 9 ans, elle s'était fait agresser par des... Je vais essayer de faire simple. Elle s'engueule avec une copine de classe et c'est des amis extérieurs de cette classe-là qui arrivent et qui l'ont tabassée devant l'école. Et donc voilà, et on retrouve exactement, donc à partir de la date d'indépendance, donc elle a été indépendante à ses 22 ans, je crois que ça arrive à 9 ans, et ça s'est reproduit 22 plus 9, l'incident. Et donc on retrouve comme ça le même incident qui va, voilà, légèrement teinté, hein, mais la couleur est la même. Donc, maintenant je vais dans le sens de Sébastien, dans le fait qu'on reproduit cycliquement les mêmes situations. Notre vie, c'est pas un disque, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est une spirale. Et cette spirale, à chaque moment, on va revivre des situations semblables. Mais cette spirale est ascendante, donc on va la vivre avec notre expérience. Et le disait également qu'on réagit instinctivement. Mais les arts martiaux, et notamment le Tai Chi Chuan, qui est un art martial beaucoup plus calme et souple et tranquille, qui n'en a pas l'air quand on le regarde, nous permet justement de pouvoir être, je rejoins Nick, d'être bien présent, bien centré et d'être une sphère. Et quand on essaie de pousser sur un ballon, on a difficile de tourner. Il faut vraiment être précis. Et la situation dont on va gérer l'événement fait son importance. Et on peut réagir sans y penser.
pensée nous retardent. Je prends un petit exemple. J'avais une mamie au cours de Tai Chi qui m'a raconté qu'après un Noël, il y a énormément d'enfants, de petits-enfants. Les petits-enfants courent un peu partout. Ils se trouvaient autour de la table. Un enfant bouscule la table, un verre de vin tombe, elle le rattrape, elle le pose. Tout le monde s'est arrêté. Mamie, tu as vu ce que tu as fait? Et tu as repris le verre. C'est peut-être le Tai Chi. Voici, on va dire, la dernière question, mais on va vous passer la parole aussi, c'est pour ça que je regarde aussi un peu l'heure. C'est la question peut-être la plus difficile, en restant dans son axe de point de vue bien sûr. C'est, bon, d'abord on est tous, je pense, tous d'accord ici pour dire que nous avons trouvé notre place dans notre métier, dans notre vie, dans notre couple ou dans notre célibat, je ne sais pas quelle est la situation de chacun, mais que je pense qu'on est, à défaut d'être parfaitement épanoui, mais qui peut l'être, on est quand même heureux dans nos bonnes. Mais donc de manière concrète, comment est-ce que votre profession, ce que vous faites à côté finalement, vous permet de dire aujourd'hui, 17h30, je suis à la place que je veux avoir. Je suis bien là où je suis. Alors moi c'est facile, ça fait 15 ans que je suis à la Foire du Livre, chaque année je suis ici et je suis toujours très souriant, très heureux d'être ici. C'est vraiment ce qui me motive. Je suis écrivain à 100%, à 1000%, et voilà, j'ai trouvé mon équilibre, ma voie, mon chemin. L'écriture est un moyen. Maintenant, comment la psychologie, la microkinésie, le tai chi vous permettent à vous aujourd'hui de dire, voilà, Yves, je m'appelle Yves, je suis là et je suis bien là. Je dois être. Ta question, c'est de savoir si je suis bien ou ce qui m'a amené. Les deux. Je suis bien, même très bien. Je retourne un peu dans le passé, donc j'ouvre une petite lorgnette. En regardant le passé maintenant, je suis vraiment très très bien. Et je suis très bien, je donne cours pratiquement tous les jours. Je n'y vais jamais avec les pieds de plomb. Je suis toujours content de voir les élèves, qu'ils soient 10, 5, 3. Je suis vraiment très très bien dans ma situation et je pense l'être grâce à la pratique du Tai Chi Chuan. C'est mon chemin, c'est le chemin qui était tracé. Moi je dirais que ben oui, forcément je suis bien aussi. Et quand j'ai choisi la psychologie, je ne pensais pas commencer un chemin de développement personnel non plus. Et donc c'est venu petit à petit. Et ben voilà, pourquoi être ici? Parce que j'ai envie de partager cette expérience un peu avec vous, avec ceux qui ont envie de l'entendre, qui ont aussi peut-être envie de prendre ce cheminement personnel. Et pourquoi pas les accompagner avec ma formation de psychologue aussi. Mais il faut savoir que la psychologie, c'est quand même à la base un courant de la philosophie. Hein. Au tout début, c'était plus de la philosophie. Et donc, c'est quand même réfléchir sur soi, réfléchir sur le monde, réfléchir sur ce qui se passe et réfléchir sur ce qu'on en fait aussi et ce qu'on veut en faire, ce qu'on veut faire de sa vie. Et voilà, moi, je suis toujours en réflexion, évidemment, parce que je pense que c'est une réflexion qui ne s'arrête jamais. Mais c'est vraiment une réflexion qui peut être agréable, même si voilà, le développement personnel, on peut rencontrer des obstacles. Mais on les gère et je pense qu'on en sort de toute façon plus fort, en tout cas mieux avec soi-même. Alors moi j'ai commencé à me former à l'âge de 16 ans. Et donc ça fait 15-16 ans que je travaille là-dedans, que j'essaie de développer là-dedans. Et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis content, je ne suis pas satisfait, mais je suis très content, c'est que j'ai des retours de patients. Des gens qui reviennent vers moi et qui me disent vous savez, je suis venu avec mon petit garçon, je voulais vous montrer un mail, mais je vais prendre trop de temps pour le retrouver, d'une maman qui m'envoie un mail et qui me dit écoutez, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais depuis il va beaucoup mieux, il s'intègre mieux au niveau social, et voilà. Et quand j'ai des retours comme ça, je me dis voilà, ce que je fais c'est pas inutile, ça marche, ça fonctionne, et donc voilà, je suis toujours dans cette recherche d'essayer d'aller encore plus loin, d'être encore plus efficace. Un peu la séance ultime, l'idée de en une fois, en une séance, en une heure, on trouve le problème, on règle le problème, ça ce serait le rêve, c'est ce que je vise. Voilà, parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais voilà, je suis déjà très content d'où j'en suis arrivé, je suis certain que je vais encore apprendre plein de choses, et dans cet ouvrage, j'ai trouvé plein de choses qui ont fait écho dans toutes mes formations
précédentes. Mais surtout, j'ai découvert des choses que voilà, je ne pouvais pas mettre vraiment des mots dessus. J'arrive à peu près à l'expliquer à mes patients. Et cette fois-là, maintenant, il y a des petites finesses, des petites subtilités que je ne retrouvais pas ailleurs. Voilà, tout grand merci. Merci à toi. Je vais peut-être proposer à des personnes, s'ils ont des questions, de les poser maintenant. Et je vais d'ores et déjà remercier donc, tous les intervenants. Merci d'être venus, d'avoir accepté mon invitation. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un a une question plus pointue, plus particulière. Sinon, je fais un dernier tour auprès de mes intervenants. Quelqu'un a une question? Ah, madame? C'est vrai que le fait d'en parler comme ça, c'est trop. Il y a beaucoup de sujets comme je vais approfondir. Justement, c'est que vous avez dit sur l'équité et la justice. En fait, ça, je pense que c'est très important. On pourrait explorer ça. D'accord. Donc, pour tout le monde, madame demande qu'on approfondisse un peu le sujet de l'équité et l'égalité. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a envie de donner... Enfin, moi, je peux répondre aussi, mais je... Voilà. Bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, moi, je suis quelqu'un... Enfin, j'essaie de penser d'être quelqu'un de juste. Et la justice est aveugle. Et la justice est la justice humaine. Donc, elle est imparfaite. Donc à partir de ce moment-là, dès que l'on sait que les individus vont poser des actes, qui vont prendre des décisions, poser des choix, il y aura une injustice. Parce que vous aurez beau prendre un chemin, vous allez aller à droite, quelqu'un va vous dire non, c'est à gauche qu'il faut aller, vous allez rester sur place, quelqu'un va vous dire arrête, tu bouges pas. Et donc c'est très difficile de trouver un équilibre, un juste milieu entre égalité et équité. Maintenant, si vous arrivez déjà à ce que le monde soit juste, d'un point de vue égalitaire, c'est bien. Pour moi, l'égalité, c'est la base. L'équité, c'est la cerise sur le gâteau. Si on peut être égalitaire et en plus équitable, c'est encore mieux. Mais de nouveau, si vous êtes... C'est un peu paradoxal, mais de dire que si vous êtes équitable, vous êtes un jeu inégal. Parce que quand j'ai dit qu'il y avait 3 caisses, égalité, c'est une par personne. Équité, c'est en donner le plus à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, je pourrais faire un paradoxe avec l'État et l'argent, mais c'est la même chose. Donc c'est très difficile d'avoir les deux. Ça répond à la question? Une autre question? Ou vous voulez répondre aussi peut-être, je sais pas. Madame derrière? Madame demande, dans le cadre du lâcher-prise et de la soumission, de comment est-ce qu'on arrive à démontrer à l'autre qu'on est en lâcher-prise et pas en soumission. C'est bien ça? Je pense que là, c'est plus ton domaine. Donc, Déjà, ne pas démontrer qu'on est en soumission ou en lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est de lâcher totalement prise. À partir du moment où vous essayez de démontrer à l'autre personne que vous avez simplement lâché prise et que vous n'êtes pas dans un état de soumission, vous n'êtes déjà plus dans le lâcher prise. Donc, lâcher prise, c'est vraiment tranquille. La personne a envie que vous lui dites oui. Je vais dire oui, mais simplement parce que je réponds à un souhait de la personne. La personne va être contente que j'ai dit oui et va déjà être beaucoup plus tranquille. Maintenant, dire oui mais faire non, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est de pouvoir faire redescendre une certaine pression, s'il y a une soumission, à partir du moment où la personne s'aperçoit qu'elle a la mise, elle va déjà être tout à fait différente que si vous allez à l'encontre. Ça va continuer à monter, et les deux vont être perdants. Est-ce que c'est juste de dire que si on est bien dans le lâcher-prise,
de toute façon, le regard de l'autre n'aura plus d'importance. Est-ce qu'on peut dire ça? Tout à fait, et il sera tout à fait différent. Parce que la réaction que l'on aura, la personne va réagir. Quelqu'un vous en dira en voiture, vous lui répondez tout à fait tranquillement, il y a un moment d'arrêt. C'est pas habituel. D'habitude, on va lui répondre, sortez. Non, déjà là, il va réagir tout à fait différemment. Vous avez gagné. C'est ce que je disais. Savoir perdre vous permet très souvent de pouvoir être satisfait de la situation. Vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas perdu. Mais vous êtes satisfait de la situation. Vous avez pu passer outre une situation qui aurait pu s'en venir. Monsieur? Oui, termine avec le livre. Pardon? Termine avec le livre. Ah, Comment on appelle le livre? Il y a encore d'autres questions. Il y avait une question par là, je pense. Non? Je voudrais juste poser une question à la dame. Quel est votre mode de fonctionnement à vous? Comment est-ce que vous réagissez face à quelqu'un qui vous attaque, qui vous agresse? Il faut tenir, il faut résister, tenir. Et donc vous cédez. Ok, on peut avoir des points de vue différents. Une dernière question éventuellement? Non? Ok. Alors je vais donc quand même terminer, pour présenter un peu le Temple d'Arna. Donc c'est un livre parmi d'autres sur les comportements humains, les relations entre les individus. Alors un peu de promo, il est disponible donc sur le stand de Novelas 411 dans le magasin 4 là-bas. Dédicacé, vous pouvez l'avoir dédicacé bien entendu, mais préfacé par Annick. Et voilà, on l'a un peu utilisé. Mais je vais vous donner surtout le mot de la fin. Et là, je ne vais pas vous poser de questions. Je vais plutôt vous dire, voilà, vous avez 1 minute chacun pour dire ce que vous voulez, mais que la personne qui soit en face puisse repartir avec le sourire. Grâce à ça. Ah, c'est un challenge, hein? Et peut-être aussi comment on peut vous contacter ou voilà. Voilà, il y en a déjà 3 qui sourient, c'est réussi. On peut faire juste une blague et ça marchera aussi, hein, mais Un conseil. pour garder le sourire, moi je dirais simplement, alors ça peut paraître très basique, hein, dit comme ça, mais je crois qu'on l'oublie trop vite, c'est les petits bonheurs qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Il y en a plein, mais je pense qu'on les voit plus. Et parfois, ben voilà, juste le fait d'être ici, de partager ce moment avec vous, moi je trouve que c'est juste magnifique. C'est un grand bonheur. Voilà, c'est un grand bonheur, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie de tous les jours qui peuvent vous apporter ces tout petits bonheurs, comme je les appelle. Ça peut démarrer le café ou le thé que vous buvez le matin, hein, au réveil, pourquoi pas. Mais moi je pense que si chacun essaye de trouver un ensemble de petits bonheurs comme ça, ben vous allez voir que la banane on l'aura beaucoup plus facilement plutôt que de démarrer la journée en faisant la tête. Voilà, il faut chercher le positif, moi je crois. D'essayer de se sourire et de sourire en permanence. Sourire en permanence nous permet de nous détendre. On utilise beaucoup moins de muscles à sourire qu'à tirer la tête. Et la position est importante. Essayez, baissez tous la tête, baissez la tête. Et maintenant essayez de sourire. Maintenant redressez la tête et essayez de tirer la tête. Déjà rien que de la façon dont on se tient fait déjà une grande différence. Une phrase, c'est quelque chose que je répète souvent à mes patients, ça aussi ça passera. Alors d'où ça vient ça? C'est un président américain, alors ne me demandez pas lequel, je ne sais plus lequel, qui un jour a demandé à des philosophes de lui donner une phrase qui pouvait sortir dans n'importe quel contexte, qui apporterait toujours quelque chose de positif. Et cette
cette phrase qu'ils ont trouvée, c'est ça aussi, ça passera. Dans toute votre vie, tous les événements que vous rencontrerez, ils passeront, comme les précédents et comme les futurs. Alors moi je vais peut-être garder une citation que tout le monde utilise, c'est le bonheur n'est pas une destination mais le chemin que l'on emprunte pour y arriver, entre guillemets. Et je pense comme Annick qu'il n'y a pas de grand bonheur mais il y a des petits moments de joie. Et voilà, je pense aussi que vous allez trouver en vous ou en votre entourage ces moments. Et ce que je vous conseille de faire, peut-être le matin ou le soir avant de vous endormir, moi je le fais, c'est de me dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé de bien dans cette journée et de vous remercier Dieu, vous remerciez votre grand-mère ou quelqu'un, ou peu importe qui, mais vous dites aussi c'était génial aujourd'hui et ce sera encore mieux demain. Et tous les jours, petit leitmotiv, à tout moment, je pense que ça peut pas forcément changer la vie, mais ça va déjà un peu changer votre regard sur la vie. Je vous remercie beaucoup. Alors, pour ceux qui veulent le livre, j'en ai pris quelques exemplaires. Sinon, vous pouvez nous suivre jusqu'au stand 411. Il y a d'autres exemplaires qui vous attendent.